Alors, le fantasme de la sortie de la zone euro qui consiste à penser qu'il n'y aurait pas de catastrophe économique une fois cette sortie actée est un véritable foutage de gueule. On se fout littéralement de votre tronche. Sortir de l'euro pour certains partis, comme le Front National, parti politique, serait la panacée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de cette logique monétaire, on arrive dans un espèce de paradis économique. On est obligé de constater que la sortie de l'euro, sans changement radical et sans refonte du système de libre-échange dans lequel la France est inscrite, amènera à une situation stérile, voire même chaotique. Je vais essayer de l'expliquer. Attention, me concernant, je ne suis pas un adorateur zélé des politiques de Bruxelles. Je ne suis pas un commis de la Commission européenne. Je dis juste que cette construction de marché commun remonte à un temps qui est désormais trop ancien pour qu'on change ce système monétaire de l'intérieur. La France en 92 a signé un pacte avec le diable en ratifiant Maastricht. La France a ouvertement déclaré qu'elle voulait être dans cette mafia européenne, comme tous les pays de la zone euro. Et derrière ça, on ne peut pas considérer qu'on puisse sortir d'une mafia comme on sort d'un parc d'attractions comme Walt Disney. Si tu sors d'une mafia, tu en payes les conséquences. Voilà pour la métaphore. Et cette construction européenne, il ne faut pas être naïf, elle remonte des années 50, avec justement les idéologues comme Schuman, qui travaillaient déjà à l'époque en concert avec les Américains pour que ces mêmes Américains fassent de l'Europe leur base de repli économique. On peut tout de suite expliquer le scénario que les pourfendeurs de l'euro mettent en exergue au travers des explications du Front National et des économistes comme Frédéric Lordon et consorts. Par exemple, le scénario du Front National vous dit qu'il faut revenir sur la situation qui prévalait en 1973. À l'époque, la Banque de France avait la prérogative de prêter au Trésor français sans intérêt. Les dépenses publiques étaient alors financées par la planche à billets. Adopter ce schéma-là paraît séduisant. Mais il ne faut pas se tromper, c'est un leurre. En fait, on rentrerait très vite dans une période de stagflation où l'inflation irait de pair avec la récession dans ce schéma-là. Il faut se souvenir qu'à l'époque, dans les années 70, lorsque le seul marché était l'Europe, en fait, une entreprise française devait souvent emprunter à des taux de l'ordre de 25% pour financer ses investissements. Aucune entreprise dans la zone euro désormais emprunte sur les marchés financiers à 25% pour relancer son activité ou pour commencer une activité. Les gains de compétitivité que pourrait générer en fait la dévaluation du franc au travers du système Le Pen seraient tout de suite absorbés à la fois par l'inflation et les coûts d'emprunt. Donc ce système de fait est hors sol. Après vous avez un autre scénario qui est celui de Frédéric Lordon, qui préconise un système de change fixe mais ajustable. En fait, ce système ne met pas à l'abri de la spéculation. C'est son problème. Parce que si les marchés jugent que votre cours ne reflète pas la réalité de la situation économique de votre État, ils vont s'attaquer à cette devise. Et ce dernier devra compter sur sa banque centrale pour contre-attaquer l'attaque faite par les marchés financiers. C'est ce qui est arrivé à l'Angleterre en 92. Qui a fait l'objet d'une attaque spéculative visant à dévaluer la livre sterling. Elle a été à l'époque jugée surévaluée. La Banque d'Angleterre a dû racheter sa propre monnaie en masse et elle a donc vidé ses réserves de devises étrangères. Donc, vous ne pouvez pas sortir de l'euro sans qu'il y ait une catastrophe économique derrière puisque les marchés financiers sont trop puissants. Ils vous vont prendre à la gorge. Il faut qu'il y ait un rapport de force automatiquement. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, la spéculation contre les États n'a pas disparu avec l'euro. C'est vrai, mais elle s'exerce au travers des taux d'intérêt auxquels les États empruntent. La spéculation vise à les faire augmenter. Malheureusement, l'Union européenne, aujourd'hui, fait la force des États. La Banque centrale européenne n'est pas impuissante face à la spéculation. En revanche, qu'est-ce que pèse un État comme le Portugal ou la Grèce face à un géant comme la Deutsche Bank?
Les actifs de la Deutsche Bank représentent 20 fois leur PIB respectif. Sortir de l'euro sans changer la matrice économique dans laquelle nous sommes inscrits actuellement serait passer complètement à côté de l'essentiel. Ça serait une démarche stérile. On rajouterait de la peine à la douleur. Il ne faut pas marcher sur l'intox économique du Front National. Si on revient au franc et qu'on libelle nos dettes en francs au taux de conversion initiale, le tour ne sera pas joué. On affirme ce principe pour la dette publique, par exemple, libeller la dette publique en francs, allez, pourquoi pas, la Banque centrale viendrait pallier aux incuries et aux manques de notre dette économique, pourquoi pas, mais pour la dette privée, on va faire comment? Concernant notre dette privée. La dette privée, extérieure des ménages et des entreprises françaises, représente près de 150% du PIB de la France, donc beaucoup plus que la dette publique. Les créanciers étrangers, qui sont souvent des connards d'oligarques, seraient lésés. Et ils ne l'accepteraient pas, parce qu'ils sont certes connards, mais ils ont beaucoup de pouvoir. Ils porteraient plainte devant des juridictions internationales, et l'argent que vous avez emprunté à l'époque auprès de votre banque, en euros, eh bien, cet argent, cette dette que vous avez contractée, serait multipliée par 2 au moins. Vous seriez dans une position intenable si vous avez des crédits IMO, crédits conso, crédits je ne sais quoi. Voilà. Donc, c'est très problématique. Et la dévaluation compétitive, on peut y croire, sauf que le problème, c'est que tous les pays s'y mettraient en dévaluation compétitive. Et être dans une logique de massification de dévaluation, à terme, ça fait chuter la compétitivité et ça fait chuter les acquis sociaux des gens dans les pays. Donc automatiquement, ce n'est pas la bonne solution, mais pas du tout. Je suis paysan et je suis fier d'être paysan. Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la terre et nourrissent les humains. Voyez cet arbre sous lequel nous sommes, c'est la terre qui nous l'a donné. Et c'est pour ça que les oiseaux viennent chanter dans l'arbre. L'arbre, il va chercher la force du ciel. Et cette force du ciel, il va la donner à la terre. Et il nous donne l'énergie et le bien-être. Donc il faut bien comprendre que ce que nous faisons en soignant la terre et en aimant la terre, c'est une action et une mission la plus belle qui soit. L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvée pour produire sa nourriture. À l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu, mais aujourd'hui c'est tellement évident. Tout le monde réclame une agriculture respectueuse de la santé et de l'environnement. Notre souci, c'était dès le départ de cultiver ce domaine en agriculture biologique. Et Pierre a été la première personne qui nous a dit « la terre, c'est l'avenir ». Quand on parlait de la terre, on parlait de la même façon. L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. Maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme et on doit légitimement se protéger. Mais je ne crois pas du tout à la lutte qui serait simplement dans les éclats de colère. Je crois que la lutte aujourd'hui, ça doit être dans « je fais ». Et quand j'apprends à un paysan à soigner la terre, pour moi, c'est une victoire. Et quand je parle au nom de la terre, je parle pas seulement au nom de Pierre Rabhi.